Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va commencer le premier chapitre du module La fonction de la variable complexe. Et ce chapitre est réservé pour les rappels algébriques de C, quelques propriétés géométriques et les rappels topologiques. Alors, grand 1, rappel, on donne les définitions des nombres complexes, l'ensemble des nombres complexes, la caractérisation des nombres complexes. Alors, en général, sans entrer dans les détails, un nombre complexe, il s'écrira sous la forme toujours z est égal à A plus IB, avec A et B sont des réels, et I c'est un nombre imaginaire pur, ou bien on peut le nommer l'unité imaginaire. Il satisfait la condition I au carré est égal à moins 1. Ce nombre réel A, il s'appelle la partie réelle et on le note RE de Z, c'est-à-dire la partie réelle de Z. Et B, c'est la partie imaginaire, c'est pas IB, c'est uniquement B, et on le note par IM de Z. Et alors, l'ensemble C des nombres complexes, c'est l'ensemble des nombres qui sont de la forme A plus IB, tel que AB, le couple AB appartient à R au carré. Faisons des remarques sur la structure des nombres complexes. Puisqu'ici on a des nombres réels A et B, ils peuvent être nuls, peu importe. Alors si par exemple B est nul, c'est-à-dire l'indice Z est égal à 0, on aura Z est égal à A. C'est Z est égal à la partie réelle de Z. Cela implique que l'ensemble R est inclus dans C. Donc C, c'est un nombre, c'est un ensemble qui contient l'ensemble des nombres réels. Et si la partie réelle de Z est égale à 0, dans ce cas Z, il s'écrira I qui multiplie IM de Z. Dans ce cas, on dit que Z est un imaginaire pur. Et parfois, ce fameux nombre imaginaire, l'unité imaginaire I, on le note, c'est racine carrée de moins 1. Et pour les physiciens, au lieu d'utiliser I, ils utilisent le nombre qu'on note J. Il ne faut pas confondre avec le J qu'on utilise en maths. J, c'est un nombre complexe tel que J au cube est égal à 1. Mais ici, il faut pas faire cette confusion. J, c'est I pour les physiciens. Mais pour les maths, on utilise uniquement I. La partie 3, c'est les opérations. On rappelle en bref et en vitesse ces opérations. Si on se donne Z, Z1, Z2, Z3, des nombres complexes tels que Z égale A plus IB, Z1 est égal à 1 plus IB1, etc. Alors on voit bien que Z1 plus Z2 n'est que la somme des parties réelles plus I, la somme des parties imaginaires. Et comme l'addition ici dans R, en addition des nombres réels, elle est commutative, alors on peut trouver que Z1 plus Z2, elle est aussi égale à Z2 plus Z1. Ça veut dire que plus, elle est aussi commutative dans C. On trouve que Z1 plus, entre parenthèses, Z2 plus Z3 est égal à Z1 plus Z2 plus Z3. Il suffit de faire le calcul. Ça veut dire que l'addition, elle est commutative. Ça veut dire, encore une fois, qu'on peut omettre les parenthèses, qu'on peut mettre une série de sommes, on peut mettre la parenthèse là où on veut. Z1 fois Z2, un calcul direct comme on calcule dans R. Z1 c'est A1 plus IB1, facteur de Z2 c'est-à-dire A2 plus IB2, en utilisant la distributivité des calculs et en tenant compte toujours de I au carré est égal à moins 1, on obtient c'est A1, A2 moins B1, B2 plus I, etc. Et comme la commutativité, la multiplication dans R elle est commutative, on peut aboutir à Z2 fois Z1, d'où la multiplication elle est aussi commutative dans C. Aussi, la distributivité de la multiplication par l'addition, elle reste aussi valable dans C. Si Z est différent de 0, on peut définir Z-1, l'inverse.
qui est égal à x plus y moins 1, qui s'écrit sous la forme x moins y sur x carré plus y carré, ou sous sa forme algébrique, x sur x carré plus y carré moins i qui multiplie y sur x carré plus y carré. Et dans ce cas, en connaissant ce calcul, z1 sur z, il s'écrira sous la forme z1 fois z à la puissance moins 1. Maintenant, l'égalité entre deux nombres complexes, si seulement si, il y a égalité entre les parties réelles et égalité entre les parties imaginaires. Le nombre complexe a moins ib, on l'appelle le conjugué de z est égal à plus ib et on le note par z bar. Ainsi, la partie réelle de z est égale z plus z bar sur 2, l'imaginaire de z est égal z moins z bar sur 2i, c'est tout simplement de calculer, faire la somme de a moins ib, a plus ib, et de trouver a, et faire la différence z moins z bar, et trouver qu'elle est égale à 2ib. Les propriétés du conjugué d'un nombre complexe, le conjugué de conjugué, c'est z lui-même. Et le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué du produit, c'est le produit de conjugué. Avec la remarque que cette égalité ou bien cette propriété dit le conjugué de la somme, elle peut être étendue à un nombre fini dans le complexe, idem pour la multiplication. Par exemple, on peut avoir nz, pardon, z plus z plus z plus z, ou bien, je sais pas, z1 plus z2 plus, etc. zn, le conjugué de cette somme n'est que z1, le conjugué de z1 plus le conjugué de z2 plus, etc. jusqu'à le conjugué de zn. Ici, z1 plus z2 plus zn sont égaux, c'est-à-dire nz1, le conjugué de nz1, c'est, pardon, le conjugué de z1, c'est quoi? C'est n, le conjugué de z1. Et idem, on peut avoir le conjugué de z à la puissance n, c'est le conjugué de z, le tout à la puissance n. Ce sont des calculs simples. Et si z différent de 0, c'est la dernière propriété, si z différent de 0, alors z moins 1, il s'écrira sous la forme, non, c'est pas z moins 1, c'est z bar, donc c'est 1 sur z. Alors, pardon, je m'excuse. Alors si z est différent de 0, alors z moins 1, parfois on a intérêt à l'écrire sous la forme c'est z bar sur z fois z1, puisque z moins 1 en principe, z moins 1 est égal à 1 et 1 sur z. Alors 1 sur z, pour se débarrasser de z ici, de la rendre réelle, on va multiplier par z bar, donc c'est z qui multiplie z bar. Alors le premier résultat qu'on retrouve, c'est quoi? C'est l'ensemble C menu de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif, d'après les propriétés des corps commutatifs. C plus est un groupe abélien, la multiplication est associative, elle est distributive par rapport à l'addition. Bien sûr, on ne s'intéresse pas à la structure algébrique comme on s'intéresse aux règles de calcul. Alors, dans cette partie de remarques, je vais présenter quelques différences qui existent entre l'ensemble C et R. Alors, une équation polynomiale possède une solution dont c'est toujours. Ça veut dire, un polynôme, elle admet toujours des zéros dans C. Ceci est faux dans R. Parfois, le simple polynôme par exemple, x carré plus 4. Cette équation polynomiale n'admet pas de solution dans R. Par contre, dans C, elle admet des solutions. Donc en général, une équation polynomiale, elle possède toujours des solutions dans C, ce qui est faux dans R. Il n'existe pas de relation d'ordre sur C. Par contre, dans R, il existe une C, la relation inférieure ou égale qui est bien une relation d'ordre, et de plus, c'est une relation d'ordre total. Puisque C, on ne peut pas munir par une relation d'ordre,
On ne peut pas comparer donc deux nombres complexes. Par contre, dans R, on peut comparer deux nombres complexes. Les inverses additifs et multiplicatifs. Alors, inverse multiplicatif, c'est Z moins 1. Et l'inverse additif, c'est moins Z, c'est l'opposé, ce qu'on dit l'opposé. Alors, les inverses additifs et multiplicatifs d'un nombre réel ne peuvent pas être égaux. On ne peut pas avoir, par exemple, l'opposé de A, c'est A. L'opposé de A, c'est moins A, et l'inverse de A, c'est 1 sur A, sont égaux. Par contre, dans C, ça peut. Prenons par exemple I. Alors, moins I, c'est quoi? C'est le conjugué de I. Et on peut multiplier par I, au numérateur, on obtient conjugué de I fois I sur I. Alors, le conjugué de I fois I n'est autre que 1, donc est égal à 1. Alors, regardez, l'inverse de I et l'opposé de I sont égaux. Par contre, cette propriété ou bien cette caractérisation n'est pas vraie dans R. Et géométriquement, un nombre complexe, il possède une grandeur et une direction, comme on va le voir dans la section du plan complexe suivante. Par contre, un nombre réel ne possède uniquement qu'une grandeur et un signe. Dans R, alors la droite réelle, si on a 0, je prends ici un point. Alors, il y a le signe, ici c'est positif, par contre ici c'est négatif. Et il y a la grandeur, c'est la distance entre A et 0. Mais dans C, alors un nombre complexe, voilà, il admet une grandeur et une direction. La direction, elle est caractérisée par l'angle ici θ qu'on va le voir dans la section suivante. Alors, pour cette partie, on n'a que présenté quelques propriétés et quelques remarques. Maintenant, pour le plan complexe, pour tout nombre complexe Z qui appartient à C, il existe un couple XY de R carré tel que Z est égal à X plus Y. On a déjà vu ça. Alors, cela nous permet de dire qu'on peut identifier C à R carré. À chaque nombre complexe, on lui attribue un couple et à chaque couple, on lui attribue un. Donc, on peut définir un isomorphisme psi de R carré vers C. Et grâce à cet isomorphisme, on peut dire que C est un R espace vectoriel de dimension 2 avec une base canonique 1i. Et il y a un isomorphisme réciproque, c'est P moins 1 de Z qui est égal à Z plus Z bar sur 2, Z moins Z bar sur 2i. Avec l'identification de 1, on peut l'identifier au couple 1,0 et I, on peut l'identifier au couple 0,1. Dans ce cas, on peut représenter géométriquement les nombres complexes par des points M. Par exemple, si on prend Z égale S plus Y, on peut le représenter par le point M. À chaque nombre complexe Z de cette forme, on lui attribue le point M d'une manière unique et l'inverse est aussi vrai. Dans le plan, bien sûr, cartésien de R carré. C'est pourquoi on a intérêt à introduire la notion du plan complexe. On dit que MZ, c'est l'image de Z dans le plan complexe et que Z, c'est l'affixe du point M que l'on note par Z est égal à affixe du point M. Alors, l'identification entre R2 et C comme étant des plans cartésiens et plans complexes nous laisse à représenter un nombre complexe comme un vecteur partant par de l'origine qui est au 0, 0. La valeur absolue de Z ou bien module de Z, c'est la norme euclidienne de vecteur OM. C'est la distance entre O et OM. Et une mesure θ de l'angle orienté UOM s'appelle un argument de Z que l'on note par argument de Z et où le vecteur U a pour coordonnée 1, 0. Et on a intérêt à introduire l'autre vecteur pour former la base V de coordonnées 0, 1. Alors, par exemple, si θ appartient à moins pi, alors pour la remarque, ici, on peut prendre moins pi ouvert, fermé en pi, ou bien l'inverse. Elle est fermée en pi, fermé en moins pi et ouvert en pi.
on dit que θ est l'argument principal. θ est une mesure de l'angle formé par U et OM appartient à moins pp. On dit que θ est une mesure principale, ou bien c'est l'argument principal de Z que l'on note par arg avec A majuscule. Alors, dans ce cas, il y a une distinction entre argument de Z avec A minuscule et argument de Z avec A majuscule. Alors, celui-là est un argument, il est indéfini, mais celui-là c'est l'argument. Donc, un argument de Z, c'est l'argument de Z plus de Kp, ça veut dire il est modulo de P. On peut donner cette représentation du plan complexe C. Donc, il est muni d'un repère orthonormé OUV. Voilà un point M et voilà un complexe tel que les coordonnées de M sont x, y avec Z est égal x plus y. Et le module de Z ou bien la valeur absolue de Z, c'est la distance OM. Elle est égale à la racine de x carré plus y carré. On a posé les propriétés concernant le module d'un nombre complexe sous forme de théorème. Alors, pour tout nombre complexe Z et W, on a le module de Z bar, c'est le module de Z. Le module de moins Z, c'est le module de Z. C'est facile à vérifier. Z fois Z bar n'est que le module de Z carré. Aussi, il est facile à vérifier. Le module du produit, c'est le produit des modules. Alors, cette propriété 3, il peut être aussi généralisé à un nombre fini de nombres complexes. La propriété 4, le module de Z plus oméga, elle est inférieur ou égal module de Z plus module de oméga. Ce qu'on appelle une égalité triangulaire. Et la dernière, elle est intéressante. Le module de Z moins oméga, elle est supérieur ou égal module de Z moins module de oméga. Je vais démontrer uniquement ces deux dernières propriétés. Les autres sont faciles à vérifier. Alors, on va commencer par la quatrième. Pour montrer, on a ici un module. Un module, on a vu que c'est un nombre réel positif. La somme ici de deux modules, ça veut dire la somme de deux nombres réels positifs. On sait toutes et tous que pour comparer deux nombres réels positifs, il suffit de comparer leur carré. Voilà, commençons par le module de Z plus oméga au carré. Or, le module de Z plus oméga au carré, on va appliquer la relation 2. C'est quoi? C'est Z plus oméga qui multiplie le conjugué de Z plus oméga. Et le conjugué de Z plus oméga, c'est la somme des conjugués. Donc, c'est égal à Z plus oméga qui multiplie conjugué de Z plus conjugué de oméga. Et d'après les propriétés des calculs dans C, et en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, on obtient Z qui multiplie Z bar, plus Z qui multiplie W bar, plus W qui multiplie Z bar, plus W qui multiplie W bar. Or, Z bar n'est autre que le module de Z au carré, et W bar n'est autre que le module de W au carré. Par contre, W bar plus WZ bar n'est autre en tenant compte que un nombre complexe Z plus Z bar est égal 2 fois la partie réelle de Z. Or, Z W bar plus WZ bar, elle est égale à WZ bar, le tout bar, plus WZ bar. Donc, c'est un nombre complexe et son conjugué, la somme est égale 2 fois la partie réelle de WZ bar, ou bien la partie réelle de ZW bar. D'une part, si on a un nombre complexe A plus IB, alors on a bien que la partie réelle de Z, elle est toujours inférieure ou égale au module de Z. Pourquoi? Parce que si Z est égal à A plus IB, cette quantité n'est autre que A au carré plus B au carré, et la partie réelle, c'est n'est autre que A. Alors il est facile de vérifier cette inégalité dans R. Même on peut avoir que B il est inférieur ou égal à la racine de A carré plus B carré. C'est-à-dire lim de B il est inférieur ou égal module de Z.
Dans ce cas, on va remplacer, c'est-à-dire on va ordonner le module de z carré plus 2, la partie réelle de z bar oméga, plus le module ordonné, en utilisant cette remarque que la partie réelle de z bar w, il est inférieur ou égal au module de z bar w. Donc, le module de z plus oméga au carré, il est inférieur ou égal au module de z carré plus 2 fois le module de z bar w plus le module de v au carré. Or, le module d'L produit, c'est la troisième propriété, c'est le module de z bar qui multiplie par le module de w. Et le module de z bar n'est autre que le module de z. On obtient le module de z qui multiplie le module de w. En final, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une identité remarquable. Donc, on va l'écrire sous la forme inférieure égale module de z plus module de w au carré. Alors, le carré de module de z plus oméga, il est inférieur égal au carré de module de z plus oméga, d'où on peut conclure que le module de z plus oméga, il est inférieur égal au module de z plus oméga. Mais bien sûr, il y a égalité. Et en mathématiques, chaque fois qu'on trouve une relation inférieure et égale, et si on montre la relation, on a le droit de poser contexte, il y aura égalité. Alors vous pouvez vérifier, chercher un petit peu et de trouver contexte. On a le module de z plus w. Dans quel cas on a le module de z plus w? Il est égal au module de z plus le module de w. Mais ce n'est pas vrai en général. En général, c'est l'inégalité triangulaire qu'on va utiliser. Il n'y a pas égalité, sauf pour des cas particuliers. Maintenant, pour montrer cette dernière propriété, on va appliquer l'inégalité triangulaire. Commençons par, prenons le module de z. C'est quoi? C'est le module de z moins oméga plus oméga. On a ajouté, retranché oméga. Il est inférieur ou égal, en utilisant l'inégalité triangulaire, c'est le module de z moins oméga plus le module de oméga. Et en faisant passer le module de oméga dans ce côté, on obtient le module de z moins le module de oméga. Il est inférieur ou égal au module de z moins oméga. On peut intervertir les rôles de z et de oméga. On change les rôles de z et de oméga. Qu'est-ce qu'on obtient? Le module de z sera le module de w. Pardon, c'est pas oméga w, je m'excuse. Le module de w sera le module de z. Et ici, on va avoir le module de w moins z. Or, le module de w moins z n'est autre que le module de z moins w. Le module de moins z, c'est le module de z. Et en multipliant par moins 1, qu'est-ce qu'on va voir? Moins le module de z moins oméga, il est inférieur ou égal moins cette quantité, n'est autre que le module de z moins le module de w. Or, le module de z moins w, il est inférieur aussi au module de z moins w. Donc, on a une quantité qui est comprise entre deux nombres opposés. Ça veut dire que la valeur absolue de cette quantité, elle est inférieure ou égale à ce nombre. Et voilà, cette propriété, elle est bien démontrée. Maintenant, on va passer à des formes d'écriture des nombres complexes. On a travaillé jusqu'à maintenant avec la forme algébrique, mais il existe des formes, ce qu'on appelle polaires ou bien trigonométriques. Alors, si on prend un nombre complexe non nul, alors selon l'interprétation géométrique, qu'on a déjà vu tout à l'heure, on a x n'est autre que le module de z qui multiplie cosinus θ. Revenons un petit peu en arrière, voilà. Alors ce x, c'est un triangle rectangle. Il suffit d'utiliser les propriétés des lignes trigonométriques dans un triangle rectangle. Alors le côté OX, c'est-à-dire x, divisé par le module de z est égal à cosinus de θ. Et sinus, c'est y sur le module de z est égal sinus de θ. C'est l'angle θ formé par le vecteur u et le vecteur ON. Donc, on a bien x est égal au module de z cosinus θ, y est égal au module de z sinus θ, où θ, c'est un argument, peut être principal ou pas, c'est un argument de z. On écrit donc z est égal au module de z qui multiplie cosinus θ plus i sinus θ, qu'on appelle la forme trigonométrique ou forme polaire du nombre complexe non nul z.
On a aussi la formule de l'air pour l'écriture d'un nombre complexe de module 1. Alors, la formulaire pour les nombres complexes de module 1, elle s'écrira souvent sous la forme EI-θ, l'exponentielle de I-θ, qui est égal cosinus θ plus sinus θ avec θ est égal argument de z. Et alors, en général, pour un z qui est non nul, on a une écriture, si vous voulez, exponentielle. Module z est égal module de z qui multiplie θ avec θ est égal argument de z. Avec l'écriture de l'air, on peut revoir tout ce qui est déjà vu tout à l'heure. Le conjugué, le produit, l'inverse, etc. Alors, si z est égal REIθ et W est égal rond EI alpha, on a le module de z, c'est R, E moins Iθ. Et idem, le conjugué de W, c'est rond exponentiel de moins I alpha. Et la multiplication de z par W nous donne R qui multiplie rond, EI, la somme des arguments. Et le rapport de z par oméga, c'est le rapport de leur rayon, le module de z et le module de oméga, qui multiplie EI exponentielle de la différence, mais il faut conserver ici l'ordre, c'est θ moins alpha. Et en général, si on peut calculer une puissance énième d'un nombre complexe n, écrit sous la forme de l'air, on aura R à la puissance n, EI n θ, ce qu'on appelle formule de Moivre. Et à partir de l'expression de l'air, on peut donner cosinus θ, puisque deux fois la partie réelle, c'est z plus z bar sur 2. Donc, cosinus θ est égal à z. Si on prend z est égal à EIθ, plus z bar sur 2, donc EIθ plus E moins θ. Et ces deux relations, ils nous permettent de linéariser, de faire des linéarisations et de transformer l'écriture trigonométrique avec des puissances en écriture trigonométrique sans puissance. Pour la racine énième d'un nombre complexe. Alors, comme vous le savez tous, si z appartient à c, alors une racine énième de z avec n appartient à n est un nombre complexe w tel que wn est égal à z. Mais parfois, on peut noter w est égal racine énième de z, comme ça. W, on peut la noter, c'est racine énième de z. C'est-à-dire w à la puissance n, c'est z. Alors, on a intérêt à connaître surtout les racines énièmes de l'unité, mais en général, si on a un nombre complexe écrit sous sa forme de l'air, z est égal à l'exponentielle, z est égal à REθ, alors z possède n racines énièmes qui sont les zk, égale la racine énième de R c'est un nombre positif, qui multiplie EIθ plus de k pi sur n, avec k appartenant à 0 jusqu'à n-1, c'est facile à vérifier cette propriété, c'est-à-dire de déterminer les racines énièmes d'un nombre complexe z écrit sous sa forme, bien sûr, exponentielle. Voilà, c'est tout pour l'introduction ou bien les généralités des calculs d'introduction des nombres complexes et les calculs algébriques et les représentations géométriques. Maintenant, on va passer grand 2, topologie sur C. Alors, d'après les propriétés de module, ce n'est qu'une application de C vers R+. À chaque nombre complexe, on lui correspond un nombre réel, le module de Z. C'est l'application. On peut définir, on a déjà vu quelques propriétés du module. Alors, on peut dire que les propriétés déjà vues du module nous permettent de dire que c'est une norme sur C. Par suite, on peut associer à la norme module une distance D définie sur C2 par, quel que soit Z1, Z2 appartient à C2, la distance de Z1, Z2, c'est le module de Z1 moins Z2, qui est égal aussi au module de Z2 moins Z1. Donc C, c'est un espace métrique, il est doté d'une mesure. Alors, les topologies. On a intérêt à déterminer ou bien définir les disques et voisinages.
Alors, pour disque et voisinage, on a comme première définition, on appelle disque ouvert de centre Z0 appartient à C et de rayon R qui appartient à R+. C'est l'ensemble que l'on note D entre parenthèses Z0 R qui est égal à l'ensemble des nombres complexes Z tel que le module, bien la distance de Z à Z0, elle est inférieure strictement à R. Alors, si on dessine ici un X, elle est plein à l'intérieur, sauf bien sûr la frontière, voilà Z0 et voilà le rayon R. Donc chaque nombre à l'intérieur ici, il vérifie bien le module de Z moins Z0 inférieur à R. Et sur la circonférence ou bien sur la frontière, on regarde chauffe un bête. Et à l'extérieur, si on prend un Z à l'extérieur, la distance entre Z et Z0, elle est strictement supérieure à R. Alors, on appelle un voisinage d'un point Z0 à un point Z, c'est un disque ouvert. Donc, si on prend un Z0, si on peut construire un disque ouvert de centre Z0, ce n'est que un voisinage, c'est-à-dire il contient tous les éléments qui sont voisins de Z0. Soit maintenant un U, une partie de C. Alors, on peut dire que U est un voisinage de Z0 s'il existe R strictement positif, tel que le disque, pardon, il m'échappe. Voilà, je vais supprimer ce rouge. Si c'est le mont-ci, il existe un disque de centre Z0 et de rayon R qui est inclus dans U. Dans ce cas, on dit que U est un voisinage de Z0. Donc, ici, on a dit qu'un disque ouvert, c'est un voisinage de 0. Même si il existe un disque ouvert de centre Z0 qui est inclus dans U, alors aussi U est un voisinage de Z0. So maintenant U est inclus dans C, on dit que U est ouvert si seulement si U est un voisinage de tous ces points. Le complémentaire par rapport à C d'un ouvert est dit fermé. Donc le complémentaire, par exemple, si on a un O ouvert, son complémentaire, elle est fermée. Mais le complémentaire par rapport à C, on l'écrit comme ça, c'est le complémentaire de O par rapport à C qui est égal à F. Donc si O est ouvert, le complémentaire et la réciproque est aussi vrai. On appelle le disque fermé donc de centre Z0 et de rayon R appartient à R+. C'est l'ensemble que l'on note des barres Z0R, c'est Z appartient à C tel que Z moins Z0 inférieur ou égal à R. Et la frontière de disque ouvert Z0 de centre Z0 de rayon R n'est autre que l'ensemble des nombres complexes tel que Z moins Z0 au module est égal à R. C'est le cercle de centre Z0 et de rayon R. Voilà maintenant des remarques simples. Si le rayon est nul, alors automatiquement le disque de centre Z0 et de rayon R est égal à l'ensemble vide. Aussi, si R est égal à 0, le disque fermé de centre Z0 de rayon R, il contient un seul élément, c'est le singleton Z0. Et la frontière du disque ouvert de centre Z0 de rayon R n'est que le disque fermé moins le disque ouvert. Si on prend par exemple un Z qui appartient à la frontière, c'est équivalent à dire que Z moins Z0 d'après la définition qui est égal à R. C'est-à-dire Z moins Z, le module de Z moins Z0 est égal à R. Donc Z moins Z0 est un nombre complexe qui a donné pour module R et un argument θ. Donc on peut l'écrire sous la forme Z moins Z0 est égal à R et θ. C'est équivalent à Z est égal à Z0 plus R et θ. Avec R, ce n'est que le module de Z moins Z0. Donc cette dernière écriture, on l'appelle une représentation paramétrique du cercle de centre Z0 et de rayon R. Voilà un théorème. On justifie topologiquement que le disque ouvert de centre Z0 et de rayon R est un ouvert et les disques fermés de centre Z0 et de rayon R n'est pas un ouvert. On commence par la première, la preuve. Alors pour montrer que le disque ouvert
de centre Z0 et de rayon R est un ouvert, il suffit d'appliquer la propriété déjà vue tout à l'heure que dz0R est un voisinage de chacun de ces points. Voilà, prenons maintenant un point quelconque oméga qui appartient au disque ouvert de Z0 de rayon R. On va montrer que dz0 de rayon R est un voisinage de oméga. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que oméga appartient à ce disque? Ça veut dire que le module de oméga moins Z0 inférieur strictement à R. Alors, dans ce cas, R moins le module de oméga moins Z0 est strictement positif. Donc, on peut choisir n'importe quel nombre ici. Il existe une infinité et on peut choisir un nombre strictement positif et inférieur strictement R moins oméga Z0. On va le noter par epsilon. Voilà, qui est compris strictement entre 0 et R moins oméga Z0. Et considérons, puisque c'est un nombre epsilon, on va le considérer comme un rayon d'un disque. Alors prenons le disque de centre Z0 et de rayon oméga, de rayon pardon epsilon, et prenons un Z qui appartient à ce disque. On a Z moins Z0, elle est inférieure à epsilon. C'est-à-dire le module de Z moins Z0, on va remplacer epsilon, puisque epsilon il est inférieur à R moins oméga moins Z0, donc inférieur à R moins le module de oméga moins Z0. En faisant passer moins le module de oméga moins Z0 dans l'autre côté, on obtient le module de Z moins Z0 plus le module de oméga moins Z0 inférieur à R. Or ici, on peut échanger l'ordre. Le module de moins Z, c'est le module de Z. Donc c'est le module de Z0 plus oméga. Et puis on applique l'inégalité triangulaire. On trouve le module de Z moins oméga inférieur à R. Cela implique que Z appartient au disque de centre oméga et de rayon R. Donc pour tout nombre qui appartient au disque de centre Z0 ouvert de rayon epsilon, il appartient aussi à ce disque. Ça veut dire que le disque de centre Z0 de rayon epsilon est inclus dans le disque de centre oméga et de rayon R. Ça veut dire, encore une fois, que le disque de centre oméga et de rayon R est un ouvert. Donc, un disque ouvert est un ouvert. Maintenant, montrons qu'un disque fermé n'est pas fermé. Alors, pour montrer, un disque fermé n'est pas ouvert. Alors, on va considérer le complémentaire de ce disque fermé, C moins le disque fermé de centre Z0 de rayon R. Et on va montrer que cet ensemble est un ouvert. Ça veut dire son complémentaire est un fermé, donc D bar Z0R est un fermé, n'est pas un ouvert. Alors, prenons un Z qui appartient à C moins D bar Z0R. Et montrons l'existence d'un disque ouvert D de centre Z0 epsilon inclus dans cet ensemble. Ça veut dire que cette partie de C est ouverte. Alors, ça veut dire quoi? D de centre Z0 de Z de rayon epsilon est inclus dans cet ensemble. Ça veut dire que l'intersection de disques ouverts de centre Z et rayon epsilon avec le disque fermé de centre Z0 de rayon R, c'est l'ensemble vide. C'est l'équivalence de cette inclusion. Pour cela, prenons epsilon est égal le module de Z moins Z0 moins R qui est strictement positif. Ok, pour avoir cette insertion est égale l'ensemble vide. Alors s'il existe W dans C tel que le module de W moins Z0 inférieur à R et le module de W moins Z inférieur à epsilon, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire on suppose le contraire, que dz de oméga inter d bar Z0R est différent de l'ensemble, ça veut dire qu'il existe un point d'intersection. Alors supposons qu'il existe un W qui appartient à C, qui appartient à ce disque et à ce disque ouvert, à ce disque fermé. Donc il doit vérifier ces deux conditions. Alors le module de Z moins Z0 en utilisant toujours l'inégalité triangulaire, c'est le module de Z moins W plus le module de W moins Z0 qui est inférieur à R plus epsilon qui est égal à le module de Z moins Z0 puisqu'on a choisi cette quantité, elle est positive. Alors on aboutit à une contradiction, ce qui est absurde, donc
On ne peut pas avoir le module de Z moins Z0 inférieur strictement au module de Z moins Z0. Donc, il existe un epsilon strictement positif tel que le disque de centre Z et d'orion epsilon ouvert est inclus dans C moins le disque fermé de centre Z0 et d'orion R. Et cela traduit le fait que cet ensemble est un ouvert, et puisque celui est un ouvert, alors forcément celui-là est un fermé. Voilà la démonstration qu'un disque fermé est aussi fermé. Passons maintenant à la caractérisation séquentielle. Rappelons si Zn, une suite Zn avec une indexation n, est une suite de nombres complexes, alors on dit que Zn, la suite Zn converge vers A appartient à C, c'est quel que soit epsilon positif, il existe n appartient à n, quel que soit n appartient à n, dès que n supérieur est égal à n, à partir de ce rang, on doit avoir le module de Zn moins A inférieur à epsilon. On dit aussi que A est une limite de Zn, et on écrit limite de Zn quand n tend vers plus l'infini est égal à A. Bien sûr, si A existe, c'est-à-dire si la limite de Zn existe, alors elle est unique. Pourquoi l'unicité? Parce que C est métrique, donc elle est séparée au dehors d'or. Qu'est-ce que ça veut dire un espace séparé, métrique séparé? Ça veut dire si on prend deux nombres distincts dans C, on peut trouver deux voisinages, par exemple, voilà un nombre, voilà un autre. Alors il existe toujours des voisinages, tel que l'intersection des nombres est égale l'ensemble vide. Alors, on va appliquer la caractérisation séquentielle pour les fermer. Prenons f inclus dans C. F est dit fermé si seulement si pour toute suite Zn d'éléments de f qui convergent vers A, on a forcément A appartient à f. Introduisons maintenant quelques notions topologiques qu'on va utiliser le long de ce module. Point d'inflexion. Alors, si on prend une partie A de C, et A est un point de A, je m'excuse, A est un point de A, A est un point de A, A est un point d'accumulation de A, si seulement si, quel que soit un disque ouvert de centre A et d'orion R, l'intersection de ce disque ôté de A, avec A, elle est différente de l'ensemble vide. Ou bien, en d'autres termes, on dit qu'un petit A est un point d'accumulation de A, si seulement si il existe une suite d'éléments de A qui diffèrent de petit a, telle que la limite de Zn est égale à A. Elle converge vers A. C'est-à-dire un ensemble, n'importe quelle suite d'éléments de A qui nous contient parmi ces termes le nombre petit a, alors cette suite converge vers A. Dans ce cas, on dit que A est un point d'accumulation. La partie dense. Si on prend une partie A dans C, dire que A est dense dans C, c'est seulement si, quel que soit Z appartient à A, quel que soit un disque ouvert de centre Z et d'orion R, on doit avoir toujours l'intersection entre ces deux ensembles est différente de l'ensemble vide. La dernière partie, bien la dernière notion dans ce chapitre, c'est l'ensemble connexe. Alors soit U inclus dans C, U est connexe si deux points quelconques de U peuvent être rejoints par une ligne polygonale dans U. Par exemple, j'ai une partie ici. Attendez. Voilà. Alors si je prends ici un point, ici un point, alors je peux relier ces deux points par une ligne polygonale. Par contre, si je suis en présence de deux îlots, si je prends ce point, je ne vais pas rejoindre ces deux points par une ligne polygonale qui est à l'intérieur de notre ensemble. Donc, si on prend une partie de C, dire que U est connexe, ces deux points quelconques de U peuvent être rejoints par une ligne polygonale dans U. Il reste dans U. Autrement dit, U est connexe si seulement si il ne peut pas être contenu dans la réunion disjointe de deux ouverts de C. En d'autres termes, si U1 et U2 sont deux ouverts de C,
on a U1 inter U2 est égal à l'ensemble vide, et U1 et U est inclus dans U1 union U2, cela entraîne forcément que l'un des deux ouverts, elle doit être est égal à l'ensemble vide. Ce qui veut dire, encore une fois, qu'il n'y a une possibilité parmi les deux possibilités précédentes pour un ensemble connexe. U est connexe si on doit avoir U est inclus dans U1 et U inter U1 est égal à l'ensemble vide, ou bien là, en utilisant au lieu de U1, en utilisant U2. Mais ce qui est important, c'est les figures, ou bien les exemples géométriques que je vais donner ici. Alors, par exemple, ce dessin, bien cette partie de C, elle est connexe. Pourquoi? Alors, regardez ici, si je prends l'ensemble, alors pour n'importe quel point, un point ici et un point là, n'importe, je peux relier ces deux points par une ligne polygonale. Alors, ce dessin ou bien cette partie, elle est connexe. Par contre, la quatrième figure n'est pas connexe. On ne peut pas relier deux points quelconques qui appartiennent à ce figure. Ici, on a deux notions, simplement connexe et doublement connexe. Alors, un ensemble qui est simplement connexe, il ne contient pas de trou. Et un ensemble qui est doublement connexe, l'effet de trou. Donc, c'est un ensemble qui est doublement connexe. Par contre, là, elle est connexe. Donc, pourquoi on a intérêt à utiliser la connexité de quelques parties dans C, puisqu'ils nous seront utiles dans la suite de nos chapitres. Et on finit ça avec la notion d'un domaine. Qu'est-ce qu'un domaine? Un domaine, c'est un ouvert connexe. Donc, si on a une partie qui est ouverte et connexe, on l'appelle domaine. Et voilà tout ce qu'on a à voir dans ce chapitre. Bien sûr, la série numéro 0 comporte sur les calculs algébriques, etc., racine énième, module, etc., quelques représentations graphiques, en reliant tout ça avec les notions qu'on a vues maintenant dans le chapitre 1, et à la prochaine pour le chapitre 2.